Bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau du grand rendez-vous CNews, Les Échos, Europe 1. Bonjour Yael Braun-Pivet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée sortante Renaissance des Yvelines et présidente sortante de l'Assemblée nationale. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Et vous êtes, comme l'intégralité des députés, repartis en campagne, malgré vous, après cette dissolution prononcée dimanche dernier à 21h01 par le président de la République, dissolution fixant au 30 juin le premier tour des législatives pour près de 50 millions d'électeurs. Un temps record et de fait une semaine de tous les records en matière de mercato, de ralliement, de composition à gauche comme à droite, des records en intervention dans la presse, notamment du président de la République et du Premier ministre, appelant à continuer à leur accorder la confiance. Avec vous, nous allons faire le panorama de cette situation inédite, pour certains ubuesque, des forces en présence, des conséquences de la réussite de tel ou tel camp, avant de nous projeter dans la France de demain, la France face aux Français, face aux Européens et face au monde, bien sûr. Pour vous interroger avec moi, Stéphane Dupont, du journal Les Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Je le disais à l'instant en introduction, vous êtes députée sortante et présidente sortante de l'Assemblée nationale. Mais vous ne demandiez surtout pas à sortir. Vous avez d'ailleurs immédiatement, après cette décision du président de la République, dit qu'il y avait d'autres solutions. À quelle solution pensiez-vous ? Solution d'un travail ensemble, solution d'un rassemblement. Moi, je me suis engagée en politique pour le dépassement des clivages, pour essayer d'unir des personnes qui ne pensent pas nécessairement pareil, mais qui partagent une même vision de la France, une même vision de l'intérêt général. C'était la promesse de 2017. En 2017 à 2022, nous avions à l'Assemblée nationale une majorité absolue. En 2022, les Français ont renouvelé leur confiance au président de la République à l'élection présidentielle, mais ont décidé à l'Assemblée nationale de ne pas nous confier une majorité absolue et d'avoir une pluralité de forces politiques représentées. Vous pensiez pouvoir continuer, comme ça, malgré ce vote sanction moi, vous savez, des européennes ? Alors, au perchoir, vous avez rappelé que j'ai été présidente de l'Assemblée nationale pendant 2 ans. J'ai vu fonctionner cette Assemblée. Et moi, je crois, et c'est ma fierté, j'ai réussi à la faire fonctionner. Mais sur des textes mineurs. Alors, les textes qui ont été adoptés à la majorité, ce sont des textes mineurs. Alors, le texte sur les retraites, le texte sur l'immigration, ça a été le chaos à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que vous croyez que la loi de programmation militaire est un texte mineur ? Lorsqu'on engage plus de 400 milliards pour la défense des Français, qui engage le consensus de toutes les forces politiques, et vous le comprenez très bien. Non, mais qui permet d'assurer la protection de la France. Est-ce que c'est un texte mineur ? C'est un texte qui appelle le consensus de toute l'Assemblée. Donc ça n'est pas un texte mineur, c'est un texte majeur. Non, je ne joue pas sur la sémantique du tout, au contraire. Parce que ça n'est pas le seul texte majeur que nous avons adopté avec une majorité. Nous avons adopté une importante réforme de la justice. Nous allons avoir plus de 1000 magistrats qui vont revenir dans les tribunaux pour avoir une justice plus rapide. Ça n'est pas un texte mineur, c'est un texte majeur. Donc vous pensiez que nous allions continuer comme ça, comme si de rien n'était ? Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que pendant 2 ans, l'Assemblée a été au travail et qu'elle a adopté des réformes majeures pour nos compatriotes, pour les protéger, pour assurer la sécurité. Grâce à notre action, nous avons 10 000 policiers et gendarmes de plus sur le terrain. Plus de magistrats, plus de policiers, plus de gendarmes, plus un renforcement de nos militaires. Et donc ça, c'est une action dont nous pouvons être collectivement fiers, pour laquelle nous avons trouvé à chaque fois des majorités. Et donc moi, j'appelle toujours au rassemblement des forces qui ont les mêmes valeurs, qui partagent le même objectif d'intérêt général, travailler dans l'intérêt des Français. Et je pensais qu'il y avait effectivement une voie pour faire cela. Et je le pense toujours, et je le pense toujours, car je pense aujourd'hui que cette voie, elle existe, face à une France qui est inquiète. Madame Braun-Pivet, le président de la République dit je dissous, il faut une clarification. Mais vous n'avez pas le sentiment que la clarification elle a déjà eu lieu le soir des élections européennes, avec une avance énorme pour le Rassemblement national ? Pourquoi est-ce que les Français qui ont voté Rassemblement national aux élections européennes voteraient-ils autre chose aux élections législatives qui arrivent ? Parce que ce n'est absolument pas le même enjeu. Moi, je ne pense pas que les Français confondent tout. Et je pense qu'il faut leur parler de ce qui est en jeu aujourd'hui. Les élections européennes et les élections législatives, ça n'a strictement rien à voir. On voit bien que les Français aux élections européennes ont exprimé un vote
qui plus est dans une élection au scrutin proportionnel. Là, nous sommes dans un autre mode de scrutin, mais c'est surtout donner une majorité pour gouverner le pays, pour parler de pouvoir d'achat, de sécurité, d'immigration, d'éducation, d'environnement. Si on regarde les sondages, les rapports de force n'ont pas évolué, là. Mais la campagne commence, cher monsieur. Nous n'avons pas encore l'intégralité des candidats, puisque les listes, les dépôts de candidature se terminent ce soir. En 15 jours, vous allez renverser la vapeur. Alors, pas du tout. Moi, je pense qu'en 15 jours, nous allons faire campagne. Nous allons faire campagne sur des idées, sur notre projet, sur la continuité d'un certain nombre de choses. Mais je pense aussi qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut changer, parce qu'effectivement, et vous avez raison, il faut écouter les Français. Il ne faut en aucun cas dire circuler, il n'y a rien à voir. Nous sommes aux responsabilités, nous sommes des gens responsables. Nous avons entendu les Français, le président le premier, puisqu'il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et de leur redonner la parole pour les élections législatives. Et donc maintenant, nous sommes devant le peuple. Moi, depuis une semaine, je suis sur le terrain et je m'adresse aux Français. Et je vois des Français qui ne confondent pas tout, qui ont besoin de savoir où va leur pays, qui sont inquiets, et il faut qu'on leur parle aujourd'hui. Vous dites qu'il faut changer, mais quand on écoute le Premier ministre hier soir à la télévision, le programme de la majorité, c'est on continue comme avant. Alors, mais parce qu'il y a de grandes réussites dans cette majorité, notamment les 2 millions d'emplois créés, ça n'est pas rien, parce que, vous savez, moi j'ai été engagée dans l'humanitaire au Resto du Cœur. J'ai vu des gens venir chercher à manger parce qu'ils n'avaient pas d'emploi. Lorsque vous recréez de l'emploi, vous recréez de la dignité, vous permettez à une famille entière de se relever, de pouvoir vivre de son travail. Et ça, c'est la plus grande fierté que je peux avoir de cet engagement politique, avoir réussi à remettre la France sur les rails, au point de vue économique, remettre cette dynamique et l'emploi, le chômage, qui était la première préoccupation de nos compatriotes depuis que nous sommes aux responsabilités, est passé au second plan, parce qu'ils savent que c'est une vraie réussite. On va parler de l'économie tout à l'heure. Vous avez commencé en disant, vous êtes engagé en politique, en 2017, pour transcender, pour faire exploser les clivages, disons ça comme ça. Mais les clivages, il y en a toujours d'une manière ou de l'autre en politique, inévitablement. Donc, vous avez votre camp, comment le présenteriez-vous et comment présentez-vous les autres camps qui sont dans l'autre côté du clivage? Alors, vous savez, c'est difficile parce que les autres camps, on voit bien que c'est très mouvant. Et cette semaine a montré qu'il n'y avait pas du tout de stabilité sur les blocs qui se présentent à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'appartiens à un bloc républicain qui est attaché... Les deux autres blocs ne sont pas républicains. Qui est attaché aux valeurs de la République, qui est attaché aux valeurs du respect. Et je peux vous dire qu'à l'Assemblée nationale, je n'ai pas toujours vu des parlementaires, principalement ceux qui sont situés à l'extrême gauche, respecter leurs collègues, respecter les institutions, respecter les Français qui les avaient élus. Moi, j'appartiens à un camp qui prône le sérieux budgétaire, le sérieux sur le plan international, lorsque l'on voit les atermoiements. Et là, on peut s'adresser à l'extrême droite, sur le plan des positions internationales, à propos de la Russie, à propos de l'Ukraine. On ne peut pas mener une politique internationale avec des grands changements de braquet comme ça, idéologiques aussi importants. J'appartiens à un camp... Mais c'est lorsque vous qualifiez vos adversaires d'extrémistes, ce qui est le cas, extrême gauche, extrême droite, pour vous, c'est du respect? Mais c'est simplement avoir de la lucidité. Avoir de la lucidité. Lorsque l'on lit les programmes des uns et des autres, qui ne visent qu'à cliver, qui ne visent qu'à dresser les gens les uns contre les autres, à faire peur aux Français et à leur faire peur. J'ai lu ce matin l'interview de Marine Le Pen qui utilise à un très grand nombre de reprises le mot chaos. Dans le chaos migratoire, le chaos sécuritaire, le chaos économique. Ça n'est pas mon vocabulaire, ça n'est pas ma vision de la France, ça n'est pas pour ça que moi je me suis engagée. Et vous voyez, moi depuis une semaine que je suis sur les marchés, que je discute avec les Français, que je les rencontre, qu'ils me parlent. Ils sont inquiets parce que c'est pas leur France. Mais ils sont inquiets. Vous jouez aussi sur les peurs, vous, Madame Braun-Pivet. Mais je ne joue pas sur les peurs. Nationale, la peur du Front. Moi, je ne joue pas sur les peurs. J'essaye, et vous me connaissez, d'avoir un discours très modéré, très responsable, très lucide. Mais les Français courageux aussi. Les deux blocs sont des extrémistes. Les Français voient bien que les deux autres blocs sont des blocs qui prônent l'exclusion de l'autre, qui prônent la division de notre société. Donc les Français choisissent consciemment de voter pour des gens qui veulent l'exclusion de l'autre. Alors vous savez, aujourd'hui, les Français n'ont pas choisi de voter
pour le bloc NUPES, NUPES 2 ou je ne sais comment on peut l'appeler, ni pour le bloc d'extrême droite. Les Français n'ont pas exprimé leur vote. Ils ne l'ont pas fait. Ils l'exprimeront le 30 juin. Et moi, je suis Vous avez vu les sondages encore dans le JDD ce matin ? Mais les sondages aujourd'hui, lorsqu'il n'y a pas de dépôt de candidature fini, lorsqu'on voit le paysage politique qui reste très chaotique, très incertain des deux côtés de l'échiquier politique, les sondages ne veulent rien dire. Et donc, vous diriez ça s'ils étaient en faveur du camp présidentiel ? Je dirais exactement la même chose. Vous savez, moi, depuis que je fais de la politique, je suis très constante. Je suis très cohérente. Vous savez pourquoi ? Parce que je porte des convictions. C'est pour ça que je fais de la politique. Que les autres n'en portent pas. Vous savez, moi, il y a 7 ans, j'étais au Resto du Cœur. J'étais bénévole. Bénévole et je gérais un centre pour aider les plus démunis. J'ai 5 enfants. J'ai décidé de m'engager pour mon pays, pour être utile, pour aider les gens, pour transformer leur vie, pour faire en sorte que la promesse républicaine de la France puisse être réalité. La promesse dont j'ai bénéficié, moi, puisque je suis issue d'une famille immigrée qui a été résistante, qui a été médaillée après la guerre et qui n'a pas fait d'études, mais qui a travaillé 7 jours sur 7 pour essayer de gagner sa vie. Et grâce à ça, moi, j'ai fait des études et je suis devenue présidente de l'Assemblée nationale. C'est cette promesse républicaine que je veux offrir à tous les Français. C'est pour ça que je me suis engagée en politique, pour respecter notre pays, ses valeurs, la promesse républicaine. Et c'est pour ça que je me battrai. Et notre invité en ce dimanche au Grand Rendez-vous, on se retrouve dans un instant. Sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews avec Yaël Braun-Pivet, présidente sortante et députée sortante, justement, qui refait campagne dans sa circonscription des Yvelines. Après cette dissolution, l'essayiste Alain Minc dit cette semaine dans le journal Le Point qu'Emmanuel Macron ne tiendra pas avec une Marine Le Pen ou avec un Jordan Bardella Premier ministre et qu'il démissionnera et qu'on aura donc une Marine Le Pen présidente de la République dans les mois qui viennent. Alors Alain Minc n'a pas toujours eu raison sur ses prédictions, mais dans cette hypothèse-là, est-ce que ça vous fait peur ? Mais là, il y a trop de si dans votre question et dans l'analyse d'Alain Minc. Marine Le Pen ou Jordan Bardella Premier ministre, ça n'arrive pas. Aujourd'hui, en tout cas, je ne me place pas dans cette situation-là. Aujourd'hui, vous la refusez ? Mais parce que, autrement, si je me plaçais dans cette situation-là, je ne serais pas repartie au combat électoral. Mais même quand on repart au combat électoral, on regarde la concurrence toujours. On regarde la concurrence, mais on ne se place pas dans des hypothèses de défaite, parce qu'autrement, on ne combat pas. Et puis, ce qui se passe sur le terrain, j'entends, comme je vous le disais, des Français qui sont inquiets de l'arrivée au pouvoir de blocs extrêmes. C'est un peu la question. Ça, je l'entends. Oui, mais voilà. Et donc, cette inquiétude... S'il vous plaît. Non, mais cette inquiétude, moi, j'y fais face en tant que femme engagée politique en allant au combat. Donc, en fait, nous pourrons éventuellement aborder et répondre à votre question. Peut-être un jour, mais c'est éventuellement un jour. Mais en tout cas, moi, je ne me place pas dans cette hypothèse-là. Pouvez-vous faire campagne avec l'image d'un président qui est rejeté par la population ? Est-ce que c'est un atout aujourd'hui, Emmanuel Macron, ou c'est un handicap pour votre campagne ? Écoutez, sur le terrain, à nouveau, je pense que la vision que l'on porte, c'est un atout. Parce que les Français ont envie de cette vision qui rassemble. Je vous parle d'une vision qui rassemble, qui est une vision républicaine avec un projet sérieux pour la France. Sérieux. Parce que lorsque l'on voit les programmes des uns et des autres, c'est la foire à la saucisse permanente. C'est Noël tous les jours. Entre la réforme, l'abrogation de la réforme des retraites, dont le coût peut varier entre 50 et 80 milliards par an, des médecins à tous les coins de rue, le revenu jeune, l'abrogation de l'assurance. Dans les programmes des uns et des autres. Et donc on a des programmes qui sont complètement irréalistes, tout le monde le sait, et ça fait peur aux Français aussi. Parce que les Français qui sont légitimement inquiets pour leur pouvoir d'achat, ils peuvent être très effrayés parce que ce qu'on leur promet, c'est quelque chose qui va être
très néfaste pour leur pouvoir d'achat. Très néfaste. Mais vous nous dites, vous rencontrez sur les marchés, vous rencontrez des gens qui sont très inquiets, dites-vous, de l'arrivée de ce que vous appelez les extrêmes au pouvoir. Mais vous devez bien rencontrer de temps en temps des gens qui ont voté pour ce que vous appelez les extrêmes, qui n'ont pas honte de leur vote. Est-ce que pour vous, lorsque vous les rencontrez, ce sont les extrémistes? Mais bien sûr que chaque Français est respectable et doit être respecté. Même s'il vote pour les extrêmes. Dans son choix, même s'il vote pour les extrêmes. Vous savez, moi j'ai été la présidente de l'Assemblée nationale qui a toujours dit que je ne faisais pas le tri entre les députés. Ils sont tous dans l'arc républicain? Vous vous rappelez de mes propos? Je m'en souviens très bien. À cet égard. Ils sont tous dans l'arc républicain? Je suis toujours sur cette ligne. Les Français votent et donc chaque parlementaire qui siégera à l'Assemblée nationale aura la légitimité que lui confère le vote des Français. Moi, je ne me place pas sur... Je ne distribue pas des étiquettes, je ne classe pas les gens. En revanche, je regarde objectivement, pragmatiquement, des programmes, des visions de la France. Je vous parlais tout à l'heure d'une vision qui est portée par Marine Le Pen, une vision de chaos. Moi, vous savez, en tant que présidente de l'Assemblée nationale, j'ai fait 41 déplacements dans toute la France, que ce soit la France hexagonale, dans toutes les régions de France, ou la France des Outre-mer. Je n'ai pas vu le chaos que décrit Marine Le Pen. J'ai vu une France qui a de grosses difficultés. J'ai entendu les Français sur les problèmes d'accès aux services publics, sur les problèmes d'accès aux médecins. Mais vous Nous avons essayé d'y répondre. Mais il faut continuer, mais ça n'est pas la France du chaos qui est décrite par les uns ou les autres. Les partis sont dans l'arc républicain dont on parle. Mais j'ai toujours dit, moi, je ne me prononce pas là-dessus, mais je dis que parce que je n'aime pas ce terme, arc républicain. Vous nous disiez il y a quelques instants que vous étiez le bloc républicain. Le bloc qui... Les deux sont anti-républicains, les deux autres? Mais ça, vous jouez sur les mots. Et ça m'a... Non, mais vous jouez sur les mots. Je pense que je suis très claire dans ce que je dis. Je suis très claire dans ce que je porte. Mais en tout cas, les Français que j'ai rencontrés ont très bien compris vous étiez présidente ce de que je l'Assemblée disais. nationale, vous avez eu des propos extrêmement durs à l'égard de certains députés et les filles qui ont du bazar à l'Assemblée. Mais je continue à avoir des propos extrêmement durs. C'est des gens qui sont fréquentables, pour qui on peut voter, ou pour moi, non. De... Pour moi, non. Parce que les députés de la France insoumise, alors pas tous, il faut faire le distinguo. Et moi, par exemple, j'ai eu une vice-présidente, Caroline Fiat, qui était une excellente vice-présidente et reconnue de tous. Donc c'est vraiment intuitif. En revanche, j'ai vu des députés de la France insoumise, notamment tous ceux qui ont été sanctionnés à de nombreuses reprises. Monsieur Dologue, je crois, 4 sanctions. Monsieur Porte, qui a été exclu de l'Assemblée nationale, avec des invectives, avec des propos qui ne sont pas républicains, qui sont même... passible de poursuite. Monsieur Guiraud, je crois qu'il y a des plaintes qui ont été déposées contre lui. J'ai vu surtout la France insoumise pendant des mois, pendant 2 ans, bordéliser l'Assemblée nationale, mais parce qu'il portait un projet, et il porte toujours un projet de destruction des institutions. On a dans l'union de la NUPES ce projet d'une 6e République, donc ils mettent par terre la 5e République voulue par le général de Gaulle. Vous savez, moi, je la pratique très concrètement depuis 2 ans en étant en responsabilité en tant que présidente de l'Assemblée nationale. La 5e République est protectrice des droits, des libertés, des équilibres dans notre République. Elle apporte justement de l'apaisement. Et nos compatriotes doivent savoir que la NUPES, aujourd'hui, propose d'aller au bout de leur logique de radicalisation et de bordélisation de l'Assemblée en provoquant de nouvelles institutions. Et donc la chute de la 5e République, ça n'est clairement pas cela mon projet pour la France. Dans les députés justement sur lesquels vous avez statué en tant que présidente de l'Assemblée nationale, il y avait Adrien Quatennens qui ce matin renonce à sa candidature. Qu'est-ce que vous en pensez de cette renoncement ? Alors Adrien Quatennens n'a pas été sanctionné par l'Assemblée nationale pour ces faits-là. C'est la justice qui l'a sanctionné. Il faut bien faire le distinguo. La compétence de la présidence de l'Assemblée nationale et du bureau de l'Assemblée, c'était sur ce qui se passait dans l'hémicycle. En revanche, moi, j'ai été extrêmement choquée à l'époque que Adrien Quatennens puisse être applaudi par ses collègues, réintégré au sein du groupe politique dont il faisait partie. J'ai été très choquée qu'il soit réinvesti. Et donc, je ne ferai pas partie de ceux qui saluent ce renoncement. Pour moi, en fait, lorsque l'on est auteur et condamné de violences conjugales, on doit sortir du jeu. Il aurait dû sortir du jeu depuis longtemps. Voilà, moi, ça, vous voyez, on parle de valeurs. Eh bien, ça ne fait pas partie de mes valeurs. Moi, je prône le respect, l'égalité entre les hommes et les femmes,
et certainement pas ces violences. Mathieu Bocoté. Alors, vous nous dites, vous parlez de questions de valeur, de respect. Ouais. Vous avez surtout donné des exemples venant de la France insoumise. Est-ce qu'il y a dans d'autres groupes des députés qui se comportaient de telle manière qu'ils étaient dans cette logique de bordélisation? Bien, vous voyez, côté du Rassemblement national, monsieur, je crois, De Fournas a été exclu 15 jours. Vous vous en souvenez, pour ses propos dans l'hémicycle. De mémoire, ce n'était pas pour ses propos qu'il avait été exclu, mais pour le tumulte qui avait été provoqué. Provoqué par les propos. Les gens de la France insoumise, je crois. Non, provoqué par les propos. La condamnation ne portait pas sur les propos de mémoire. Mais, en fait, bien évidemment que si. On a les propos qui sont proférés dans l'hémicycle, qui provoquent un tumulte. De la même façon, Thomas Porte n'a pas été sanctionné pour son tweet où il mettait le pied sur la tête d'Olivier Dussopt avec une écharpe de député, mais pour le tumulte provoqué par ce tweet dans l'hémicycle. Mais donc, dans l'hémicycle, lors de questions au gouvernement, M. De Fournas avait proféré cette phrase abominable qui était qu'il retourne en Afrique. Les questions au gouvernement avaient été interrompues, ce qui est un incident gravissime qui s'est produit à quelques reprises dans l'histoire de notre Ve République. Et le bureau de l'Assemblée nationale, puis l'Assemblée nationale dans son ensemble s'est levé pour qu'il quitte l'Assemblée et pour l'exclure pendant 15 jours. Donc le tumulte, il a été évidemment très manifeste du côté de l'extrême gauche, 80% des sanctions. Donc il n'y a pas de débat là-dessus, mais il y a eu également des sanctions prononcées de l'autre côté de l'hémicycle. Est-ce que vous mettez un signe d'équivalence entre ce que vous appelez les extrêmes? Moi, je ne classe pas à nouveau. C'est difficile, vous me demandez. Mais non, mais il y aura des élections dans quelques semaines, je crois. Mais je sais, mais en fait, quelquefois devoir trancher entre LFI et RN. Mais vous me demandez de mettre des tampons, de mettre des certificats de bonne ou de mauvaise conduite, etc. La présidente sortante de l'Assemblée nationale. Je comprends, mais vous voyez, moi, ce que je voudrais pendant les 20 prochains jours, ce n'est pas juste commenter ce qui se passe à l'extrême droite ou ce qui se passe à l'extrême gauche. C'est réussir. C'est ce qu'a fait le Premier ministre et le Président aussi, en parlant du vent mauvais. Je m'appelle Yaël Braun-Pivet, je ne suis pas Premier ministre, je ne suis pas Président de la République, j'étais députée et j'étais présidente de l'Assemblée nationale. Permettez-moi de porter la voix qui est la mienne. Je suis très fière d'appartenir à cette majorité, derrière le président de la République, derrière Gabriel Attal. Je n'ai pas été d'accord sur tout, je l'ai dit à chaque fois que c'était le cas, et sur la dissolution, et sur d'autres projets. Mais je me reconnais dans cette façon de faire de la politique. Moi, c'est ça vraiment qui est au cœur de mon engagement. Et vous savez, moi, j'espère qu'on va réussir à créer en France une société de l'engagement où les gens vont se sentir concernés pour aller œuvrer dans l'intérêt de notre pays. Dans un instant avec vous, Yaël Braun-Pivet. À tout de suite sur Europe 1 et CNews. Retour sur le plateau du grand rendez-vous Europe 1 CNews avec Yaël Braun-Pivet et toujours Mathieu Bocoté et Stéphane Dupont pour m'accompagner. François Hollande décide de rejoindre cette campagne des législatives. L'ancien président avait la possibilité de rester tranquillement dans son bureau et dans son statut d'ancien chef d'État. Eh bien non. Et là aussi, contre l'extrême droite, il part en campagne dans son fief de Corrèze. Est-ce que vous le comprenez? Je comprends humainement que quand on a fait de la politique, qu'on a été aux responsabilités, qu'on aime son pays, qu'on ne peut pas rester sur le banc de touche et regarder ce qui se passe et qu'on a envie de s'engager. Donc ça, je le comprends sur l'envie d'engagement d'un responsable politique. Après, ce que je n'ai pas bien compris, c'est quel était son positionnement politique. Est-ce qu'il rejoint vraiment, effectivement, cette nouvelle alliance NUPES? Est-ce qu'il endosse le programme qui résulte de leur accord? Est-ce qu'il est d'accord avec ce qui est dit sur le Hamas? Est-ce qu'il est d'accord avec ce qui est dit sur la retraite? Est-ce qu'il est d'accord avec ce qui est dit sur l'inflation, sur l'indexation des salaires sur l'inflation? Est-ce qu'il est d'accord avec le fait que je trouvais ça assez spécial, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il est indiqué dans leur plateforme que le contrat d'engagement républicain est liberticide. Je rappelle que le contrat d'engagement républicain, c'est un contrat qu'on a voté, c'est une loi portée par Gérald Darmanin, qui exige que les associations françaises qui reçoivent des subventions signent ce contrat et s'engagent à respecter les valeurs de la République, s'engage à respecter les lois de la République, s'engage à respecter l'égalité entre les hommes et les femmes, à lutter contre les discriminations. Et il est écrit dans le programme de la NUPES que ce contrat est liberticide. Donc s'engager à respecter les valeurs de la République, c'est liberticide. J'avoue que je ne comprends pas bien.
Donc, est-ce que François Hollande, ancien président de la République, porte cela? C'est ma question aujourd'hui. Il faut qu'il soit clair sur ce qu'il porte, sur ses engagements, parce que c'est ça que les Français attendent de nous individuellement. Au-delà de François Hollande, est-ce que vous comprenez que le Parti socialiste et un certain nombre de responsables de gauche soient repartis dans une alliance avec LFI? Non, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas parce que moi, je les ai vus à l'Assemblée nationale bien souvent se désolidariser de ce que faisait LFI, notamment sur la stratégie de bordélisation de donc, LFI. Gaza, le Hamas, et puis les happenings permanents dans l'hémicycle, les drapeaux, le non-respect de l'institution. Vous savez, moi, lorsque je me déplaçais, les Français, ils m'ont toujours dit ça. C'est la première chose qu'ils me disaient. Madame la Présidente, vous avez beaucoup de courage de réussir à garder votre calme et votre cap face à cette assemblée dans laquelle il y a tant d'invectives et tant d'actes qui nous font honte. Et donc, je sais que certains, et pour en avoir parlé beaucoup aussi avec André Chassaigne, le président du groupe communiste, un grand républicain, il était choqué de voir ça. Et donc, c'est vrai que ça me rend triste que pour regagner des circonscriptions... Mais c'est pour ça... Aussi avec la NPA, je me permets de le dire, on l'oublie, et avec Raphaël Arnaud, le militant antifa ouvertement violent. Mais c'est pour ça que ça me rend triste en tant que citoyenne de voir que pour prendre le pouvoir, pour regagner des circonscriptions, on est capable de brader des valeurs, on est capable de toutes les compromissions, on est capable de toutes les alliances les plus nauséabondes. Et ça me chagrine en tant que femme politique et en tant que citoyenne. Et ceux qui acceptent de telles alliances se déshonorent, selon vous? En tout cas, je trouve que ça salit la politique. Mais la politique ou ses acteurs? François Hollande salit la politique. J'ai pas dit ça parce que justement, j'ai posé juste avant la question de savoir, je ne sais pas sur quelle ligne s'engage François Hollande. Il est soutenu par le Front populaire. Je ne sais pas. Nous regarderons tout ça. Par le Parti socialiste soutenu par le Front populaire. Donc, nous regarderons tout ça, mais en tout cas, ma position est très claire. On ne s'allie pas avec n'importe qui. On ne s'allie pas avec des personnes qui profèrent des propos antisémites. On ne s'allie pas avec des antifas. Oui, on ne s'allie pas avec des gens qui rejoignent les Black Blocs. Donc, avec des gens qui disent la police tue. Moi, je suis... Vous voyez, on parle de valeurs, d'ordre républicain. Mais vous voyez, c'est assez amusant parce que vous disiez, je ne veux pas décerner des bons et des mauvais points. Mais finalement, petit à petit, on arrive à faire le tri. Alors, c'est pas ce que je veux dire. Quand je dis je ne veux pas décerner de mauvais ou de bons points, c'est que je ne mets pas des tampons avec des mentions, un tel est comme ci, un tel est comme ça. Là, je constate simplement des faits. Lorsque je dis qu'un tel a proférer des propos antisémites, il suffit d'ouvrir Twitter pour vos auditeurs. On peut considérer, avec tout ce que vous venez de dire, Yaël Braun-Pivet, que le Front populaire est d'une certaine manière dangereux. Mais en tout cas, c'est une alliance qui n'a ni queue ni tête, dont le programme est dangereux à mes yeux. Et dans cette alliance, il y a des gens qui n'ont, à mes yeux, qui n'avaient à mes yeux rien à faire il y a des gens dangereux. Et au point de vue sécuritaire, il y a des gens qui considèrent que la police tue. Je fais de la politique fiction, mais on n'est pas avant le premier tour. Mais au second tour, est-ce qu'il est possible pour vous ou pour les gens de votre camp de voter pour cette alliance que vous venez de décrire comme quelque chose de dangereux? Vous aurez compris que moi, je ne fais pas de politique fiction. Et ce que je souhaite, et je vais tout mettre en œuvre pour, dans les 15 jours qui viennent, faire en sorte qu'il y ait des candidats du camp républicain qui soient en tête au premier tour, présent au deuxième tour, et qui gagne. Eh bien, on en rediscutera à ce moment-là. Vous me réinviterez, je l'espère. Mais en tout cas, aujourd'hui, je ne me place absolument pas dans cette position-là. Parlons des candidats, justement, du bloc, comme vous dites, républicain. Les LR ne veulent pas suivre Éric Ciotti. Ils ne veulent pas suivre Renaissance non plus. Vous vous adressez, imaginez, ce dimanche à un candidat, plutôt à un électeur lambda, plutôt de droite, modéré. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit voter pour le camp des Républicains, c'est-à-dire s'il a un candidat qui n'est ni de ce bloc d'extrême gauche ni de ce bloc d'extrême droite, il doit faire le choix de ce candidat. Le camp des Républicains, vous voulez dire les LR ou vous savez, moi, j'ai plaidé avant la dissolution pour que l'on change de régime politique, dans le sens où j'ai plaidé pour qu'on adopte la proportionnelle. Pourquoi j'ai plaidé pour cela? Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est fini le temps
des partis qui sont majoritaires à eux tout seuls. C'est fini le temps des blocs contre blocs qui est en train d'émerger en ce moment. Moi, je ne veux pas de ça. Moi, je veux une vie politique où les partis qui ne pensent pas forcément pareil, mais qui partagent des valeurs et une ligne, puissent être en coopération. Et ça existe, ça marche dans la quasi-intégralité des pays d'Europe. C'est comme ça que fonctionnent les autres pays européens. Moi, j'appelle de mes voeux cela à l'émergence d'une vraie coalition, d'une coopération entre les partis, d'un rassemblement avec des gens qui partagent les mêmes valeurs. Et vous savez, on dit, voilà, c'est de la théorie, on n'y arrive pas. Mais on y arrive. Moi, à l'Assemblée nationale, pendant 2 ans, on a voté sans texte. Avec le Sénat, le Sénat, qui est une majorité opposée, nous avons eu plus de 85% d'accord sur ces textes. Mais qui partage les mêmes valeurs? Et puis, avec le président du Sénat, Gérard Larcher, vous vous rappelez le 12 novembre? Le 12 novembre, avec lui, nous avons, lui et moi, réussi à organiser une marche pour la République contre l'antisémitisme, tous les deux. Nous avons réussi à rassembler les anciens présidents de la République, les anciens premiers ministres, mais nous avons surtout réussi à rassembler les Français. Et vous voyez, dans la marche que nous avons organisée avec le président du Sénat, on n'a vu que des drapeaux français. Oui. Et moi, voilà, c'est ce camp-là, ce camp de ces Français-là que j'ai envie que nous rassemblions aujourd'hui. Et moi, je suis convaincue qu'avec le projet que nous portons, avec cette sécurisation de notre économie, de notre espace public, de nos services publics, eh bien, nous pouvons rassembler ces Français-là qui ne veulent pas tomber dans cette logique des extrêmes. Mais pendant les 2 ans où vous étiez président de l'Assemblée nationale, vous n'avez pas réussi à formaliser cette alliance entre les LR et votre camp. Emmanuel Macron n'en voulait pas et les LR n'en voulaient pas non plus. Donc, mais peut-être que justement... Vous continuez à nous dire qu'il faut faire une coalition, qu'il faut rassembler les gens, mais ces gens-là ne veulent pas formaliser d'alliance. Je pense que vous misez sur le fait que ça change tous les jours en ce moment. En fait, alors moi je mise pas parce que parce que je ne joue pas, c'est trop grave ce qui se passe en ce moment. Mais ce qui est sûr, et c'est peut-être cette clarification aussi qui résultera des urnes, c'est que moi je pense qu'il y a cette troisième voie qui est possible. Et c'est à cela que j'ai toujours travaillé, que je continuerai à travailler. Moi, je suis cohérente, à nouveau. Mais qui est dans cette troisième voie pour vous, globalement? Un homme providentiel. Ce que vous appelez le camp républicain. Mais vous savez, on a l'impression que c'est impossible. Mais c'est comme ça que sont gérées. Ça va marcher. Mais non, mais c'est comme ça que sont gérées quasiment toutes les communes de France. Qui serait, par exemple, la prochaine fois, il y a les LR. Les LR aujourd'hui. Est-ce qu'ils auraient leur place chez vous? Bien sûr, mais pas chez nous. Pas dans une coalition. Dans un camp républicain. Il n'y a pas d'absorption. Chaque parti a son histoire, a ses projets. Oui, et nous ne sommes pas d'accord sur tout. C'est mieux d'avoir une majorité absolue. Mais non, justement. Moi, je viens de vous dire que le temps des majorités absolues écrasantes, c'était fini. Je l'ai constaté. Et je pense que les Français aspirent à ce que les hommes et les femmes politiques se parlent entre eux, comme les Français se parlent dans leur famille. Moi, j'ai 5 enfants, je peux vous dire qu'on n'est pas toujours d'accord à la table familiale, sauf un soir, dimanche soir, quand j'ai parlé avec eux du fait de savoir si j'allais me représenter, je peux vous dire que les 5 étaient d'accord. Ça n'intègre pas la vie de tous les Français. Évidemment, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que les Français, lorsqu'on les rencontre, ils aspirent davantage à cela qu'à de la conflictualisation de l'espace politique. Et cette conflictualisation, moi, c'est cela que je vois depuis une semaine. Des politiques qui se parlent entre eux et qui se crêpent un peu le chignon. Moi, je pense qu'il y a une autre voie, plus raisonnable, plus modérée, plus apaisée. Et c'est à cela que j'appelle une France apaisée. On va en parler dans un instant. Ça sera la dernière partie du grand rendez-vous. Yaël Braun-Pivet. On parlera des programmes des uns et des autres et notamment de l'économie, puisqu'on l'a abordé tout à l'heure. À tout. Du grand rendez-vous Europe 1 CNews en partenariat avec Les Échos, avec Yaël Braun-Pivet, présidente sortante de l'Assemblée nationale. L'argument massu de la majorité sortante, Yaël Braun-Pivet, c'est de dire que les programmes économiques à la fois du RN et du Front populaire, vous l'avez un peu esquissé tout à l'heure, sont très similaires, en tout cas qu'ils provoqueraient tous les deux la faillite de la France. Mais très honnêtement, la faillite, elle est déjà là. C'est une blague. Non. Non. 3100 milliards de dettes. Vous êtes sérieux quand vous dites ça? 3100 milliards de dettes. Alors, nous sommes une majorité du sérieux budgétaire. Nous sommes une majorité qui a permis à la France de se redresser sur le plan économique. Nous avons recréé 2 millions d'emplois.
nous sommes en train de réindustrialiser la France. Nous avons recréé 400 usines sur des territoires qui étaient des territoires qui étaient abandonnés par l'industrie. Nous sommes en train de faire sortir des usines de terre sur ces territoires-là. C'est des milliers d'emplois qui vont être créés. La France est le pays... mais ça va être un processus long. Mais c'est un processus long. Oui, mais pour l'instant, nous avons, c'est pas vrai, nous avons gardé et conservé la confiance des marchés. Nous avons conservé cette confiance. Nous avons, et regardez, il vient d'avoir Choose France, la France reste le pays en Europe le plus attractif pour les investisseurs. Et c'est notamment dû à notre bonne santé économique, au choix que nous avons fait sur l'énergie, avec ce choix très pro-nucléaire qui fait que nous avons, nous, assuré une énergie décarbonée, ce qui permet aux industriels, à ceux qui vont créer ici des produits, de pouvoir avoir une production verte qui correspond aujourd'hui aux standards qui sont voulus dans le monde entier. Nous ne sommes pas dépendants du gaz russe, nous ne sommes pas dépendants du charbon. Pour la décarbonation. Et donc, le président l'a dit. Nous avons... Non mais tout ne se fait pas en un instant, mais on ne peut pas dire que nous n'avons pas de résultats. Nous avons des résultats, ils sont majeurs. Et donc, si nous avions eu le Rassemblement national au pouvoir, je ne sais pas quel aurait été leur choix sur le nucléaire, puisque à un moment, Marine Le Pen disait qu'elle était contre le nucléaire et qu'il fallait tout arrêter. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Et il faut annuler... sur le nucléaire aussi. Mais nous n'avons jamais dit qu'il fallait arrêter le nucléaire. Marine Le Pen veut arrêter maintenant les énergies renouvelables à contre-courant total de la volonté de notre population d'avoir une production d'énergie décarbonée. Donc en fait, nous avons une continuité, nous avons pris cette voie-là. Et je peux vous dire, donc, ce qui est sûr, c'est que demain, nous souhaitons continuer dans cette voie de la souveraineté industrielle, de la souveraineté alimentaire, réindustrialiser notre pays, continuer à créer des emplois pour atteindre le plein emploi. Et ça, c'est la réforme que nous avons fait du chômage, de l'économie. Et donc, moi, c'est cette voie-là que je veux continuer à emprunter. Certainement pas la voie de la dépense publique à tout va. Parce qu'on nous dit que nous aurions mal géré les dépenses publiques. Lorsque l'on veut nationaliser les autoroutes, repasser à la retraite à 60 ans, etc., eh bien, les finances publiques vont être dans un piètre état. À vous entendre, la France va bien, finalement. La France va mieux qu'en 2017. Ça, c'est une certitude. Mais il y a encore... Vous diriez aux Français que vous allez mieux ? Je pense que oui, les Français... On peut dire aux Français, vous allez mieux. Tout ne va pas bien. Il ne faut pas être naïf. Mais à nouveau, nous avons remis des policiers sur le terrain. Nous avons créé plus de 2000 maisons France Service parce que les Français, à juste titre, avaient été inquiets et se plaignaient. Et ils avaient raison du fait que les services publics quittaient nos campagnes. Ces maisons France Service permettent aux services publics de revenir dans les ruralités. Nous avons créé des diverses dynamiques pour permettre à ce que des commerces se recréent dans nos villages, des boulangeries, des épiceries. Donc ça, c'est un mouvement de long terme qu'il faut faire tous ensemble. Mais oui, la France va mieux par rapport à 2017 et nous avons encore beaucoup à faire. Nous n'avons pas tout fait bien, mais il faut, à mon sens, continuer dans cette voie-là et pas partir dans des voies qui amèneraient la ruine de notre pays. Ce que voulait dire Pierre dans sa première question, c'était que la situation des finances publiques en France est très très difficile. On a 5,5% de déficit public, une dette qui va plus de 3 000 milliards. On est un des pays d'Europe qui a la plus mauvaise situation des finances publiques. Alors, comment pouvez-vous nous dire que ça va bien, que le pays est bien géré ? J'ai pas dit que tout allait bien. Et que les oppositions allaient ruiner. Il y a quelque chose qui est très intéressant parce qu'on entend qu'on critique cette dette. Attendez, on critique cette dette. Mais dans cette dette, on a plus de 300 milliards qui viennent des aides Covid, des aides aux entreprises, de la prise en charge du chômage partiel. Alors excusez-moi, est-ce que j'ai entendu un responsable politique dire qu'il ne fallait pas aider les petites entreprises quand il y a eu le Covid ? Est-ce que j'ai entendu une personnalité politique dire qu'il ne fallait pas aider les Français à travers les dispositifs de chômage partiel ? Alors ceux qui nous disent maintenant que la dette est trop importante, ils auraient fait quoi pendant le Covid ? Ils auraient laissé tomber tous nos entrepreneurs, ils auraient laissé tomber tous les Français. Ça n'a pas été notre choix. Nous avons choisi de soutenir chacun. Parce que c'était notre devoir, c'était notre responsabilité. Dans une situation difficile. Eh bien, aujourd'hui,
et nous en avons conscience. Nous avons conscience de cela. Nous avons récemment, avec Bruno Le Maire, pris un plan d'économie de 10 milliards d'euros. Nous avons un autre plan à venir à 20 milliards d'euros. Il va falloir le faire. Et au moment où, justement, il faut faire des économies sur nos finances publiques, on entend des programmes extrêmes qui ne promettent qu'une chose, c'est plus de dépenses publiques. Eh bien, nous n'arriverons pas à les financer. Le SMIC à 1 600 € net, c'est de la poudre. Comme dirait le président, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ils promettent la lune aux Français. Et moi, et vous savez, l'autre jour, j'ai fait une réunion publique. Et j'ai un citoyen qui a dit, mais dites aux Français ce qu'ils ont envie d'entendre. Eh bien non. Moi, je ne suis pas cette femme politique-là qui dit ce qu'ils ont envie d'entendre, ce que vous venez de dire, le SMIC à 1 600 Ça, ce sont les propositions du Front populaire. L'alignement avec l'inflation, l'indexation avec l'inflation, la baisse de la TVA, la gratuité des autoroutes et tout ça. On peut y aller, hein, on peut s'y mettre. Et ça, les Français peuvent l'entendre. Ce sont des arguments électoraux. Mais je crois, regardez, là, à la perspective peut-être d'être au pouvoir, le Rassemblement national commence à rétropédaler. Ça, on le fera pas. Ça, on le fera pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils disent ça et une fois au pouvoir, ils ne le feront pas, c'est ça? Mais c'est pas sérieux. Non, mais une fois au pouvoir, ils ne le feront pas. En tout cas, ils sont en train de dire que peut-être qu'ils le feront pas. On ne sait pas. Mais si la situation est à ce point il faut être très clair. Moi, je parle aux Français parce que les Français sont intelligents. Ils sont responsables. Ils sont attentifs. Ils sont sérieux dans leur vote. Les Français ne votent pas n'importe comment. Et donc, moi, je les alerte là-dessus en disant oui, on ne peut pas. On est en train de vous promettre la lune. Européenne. J'aimerais simplement savoir. Mais ce n'était pas ça qui était en jeu. Aux élections européennes, on ne parlait pas de la retraite, on ne parlait pas des tarifs d'autoroute. Les Français votent intelligemment. C'est un tort. Je suppose qu'ils ont voté intelligemment aux européennes. Tout à fait. Mais jamais je ne critiquerai le vote des Français. Je suis beaucoup trop respectueuse du peuple français pour cela. Alors, j'essaie de comprendre. Vous nous dites que la situation s'est vraiment améliorée depuis 2017. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ça s'est amélioré. Mais comment expliquer alors la montée de ce que vous appelez les extrêmes? C'est une espèce d'effet. Les Français ne sont pas encore conscients de l'amélioration de la situation? On sent que... Mais parce qu'il y a encore de grandes fractures dans notre pays. Moi, je sens une grande fracture territoriale. Et donc, je pense que nous devons faire davantage Qu'est-ce que vous avez raté pour qu'on en soit aujourd'hui avec un front national à 33%? Je pense qu'on... Alors, on fera... peut-être après... on essaiera de comprendre. C'est toujours difficile, on est à chaud et on est dans une campagne électorale. C'est difficile d'avoir cette analyse-là. C'est le président qui a décidé de ce timing très court. Ce qui est certain, c'est que je pense que nous n'avons pas réussi à pleinement rétablir cette promesse républicaine, à pleinement permettre à chacun d'emprunter la voie qui doit être la sienne. On a trop de gens qui subissent encore. Et puis, qui subissent la sécurité qui subissent leur vie. Je pense que nous devons permettre à chacun à chaque jeune de notre pays de pouvoir mieux choisir son orientation, mieux choisir la scolarité qu'il veut suivre, le métier qu'il veut pratiquer. On a encore trop de jeunes qui sont mis devant des choix impossibles. On voit qu'il y a une inégalité encore sur les territoires par rapport à l'accès à la médecine. C'est pas juste. C'est ça votre pare-feu entre le Front populaire et le RN? Non, mais je pense que moi, j'essaye de parler des vrais sujets qui intéressent les Français. On parle de pouvoir d'achat, on parle de l'accès aux médecins, on parle de leurs enfants. L'immigration, c'est un vrai sujet qui intéresse les Français? C'est un vrai sujet, l'immigration, c'est un vrai sujet. La sécurité, autrement, sur la sécurité, on n'aurait pas mis 10 000 policiers et gendarmes sur le territoire en plus si on pensait que tout allait bien et qu'il ne fallait rien faire. C'est nous qui avons fait cela. Si on pensait que la justice allait bien, on n'aurait pas fait 60% de hausse du budget de la justice pour mettre des magistrats partout sur le territoire. Si on pensait que tout était réglé sur le plan de l'immigration, on n'aurait pas fait la loi sur l'immigration que nous avons votée récemment. On n'aurait pas négocié le pacte asile et immigration en Europe. Évidemment qu'il y a des choses à faire. Nous l'avons fait et nous devons continuer parce qu'il en va de l'avenir de la France. Et vous allez continuer ce dimanche justement en allant sur le marché. À Montesson, exactement. À Montesson pour tracter et pour convaincre les Français. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau du Grand Rendez-vous.